si beaucoup se disent ouais, ça serait plus pratique de faire du C parce que bah, on en fait. Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être venus. On va commencer tout simplement cette présentation donc, sur Pawn Tool. Donc voilà, un outil très, très pratique pour faire du pawn en CTF fait en Ruby. Donc on va commencer tout de suite. Alors, qui sommes-nous? Donc Switch, Masterfox, enfin, vu le comité, Les trois gosses, j'ai on pas. se connaît. Et ouais, enfin voilà, donc on voit un assez grand utilisateur de Pawn Tool avec les fameux from Pawn import. Oula, personnellement, voilà. Personnellement, c'était pas l'outil que j'utilisais à la base, à coup de echo-e bien sale, mais ouais, on va vous montrer que c'est quand même vachement plus pratique que beaucoup d'outils. Donc voilà. Je vais présenter qu'est-ce qu'est Pawn Tool avant. Ouais, je me permets. Pawn Tool, c'est une librairie en Ruby qui va nous simplifier la vie en CTF. Elle va nous apporter pas mal de fonctions qui vont pouvoir être utiles dans plusieurs cas. Donc, comme dialoguer avec des sockets. Donc, quand vous avez un binaire qui tourne sur un serveur, au lieu de tout développer avec les sockets Ruby, là, ils nous ont fait une belle couche d'abstraction. Du coup, on arrive juste à utiliser les bonnes fonctions. Il y a pas mal d'utiles. On va pouvoir utiliser des fonctions crypto, on va pouvoir utiliser pour flag directement en passant par le module flag. On va pouvoir faire pas mal de choses ultra sympas. Ouais, Tout c'est ça assez en complet. Ruby. J'espère que vous êtes chaud en Ruby parce que ça va poser. En vrai, en vrai, Python, parce que bon, Ruby c'est marrant dans Metasploit, mais bon, ça fait mal. Il y en a même qui sont partis. Ils sont du Ruby, ils ont fait non, on se casse. Forcément Ruby ça fait peur. Non, en vrai, Python, qui est utilisé partout aujourd'hui, que ce soit pour du bas niveau ou pas, c'est pas. Même si beaucoup se disent ouais, ça serait plus pratique de faire du C parce que on fait du bas niveau, c'est quand même. Il y a tellement de fonctionnalités que c'est devenu une référence. On va commencer tout de suite. Donc, en petit point rapide, donc on voit souvent quand on utilise Pawn Tool le from pawn import étoile, pour importer toutes les fonctionnalités de Pawn Tool. Donc ça fait partie de la partie pawn du module, parce que donc il y a pawn et pawnlib, c'est les mêmes fonctionnalités, on va dire, sauf que pawnlib, donc c'est vraiment fait pour le dev, et pawn, c'est que vous allez utiliser en CTF quand vous faites des scripts d'exploitation. Et donc, si vous voulez développer un module en se basant sur les fonctionnalités de cette librairie, vous pouvez utiliser Pawnlib et faire ça très proprement. Mais en CTF, généralement, on s'en fout, on ne sait pas forcément de quoi va être fait le chal. Donc, on importe tout de Pawn et on se débrouille. Puis, même si pendant longtemps, il n'y a pas eu de module Python 2, enfin Python 3, maintenant qu'il y en a un, et voilà, Python 2 c'est deprecated, il n'y a aucune raison de ne pas passer sous Python 3. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas Python 3, il y a toujours le module en Ruby, qui était un troll à la base pour le 1er avril. C'est vrai. Les informations de base, tu veux reprendre la main peut-être? Écoutez, simplement, Pawn Tool, c'est un tool de l'équipe Gallopsled. Ils ont mis ça sur GitHub il y a quelques années maintenant, et avant, ils ont développé ça du coup en interne pour leur CTF. Bonne team de monstres avant. Et du coup, ils ont release ça il y a quelques années. Et il y a une doc qui est ultra complète. Franchement, allez-y, il y a toutes les fonctions, tout est expliqué, tout est bien rangé, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Et du coup, pour installer Pawn Tools, ce que vous devez faire maintenant là, c'est normalement juste un pip install Pawn Tools et ça doit le faire. Et s'il y a des erreurs, vous installez les packages au-dessus. On a mis ça pour les mecs qui utilisent Debian ou Ubuntu. Mais normalement, vous avez presque tout qui doit être installé. Peut-être même un yay Pawn Tools pour ceux qui sont sur Arch. On passe les slides ou on attend que tout le monde l'ait installé On dépasse les slides. Ouais, on défile et puis on reprendra après. Voilà. Je vais commencer avec ce slide, puis on verra comment on alterne. Ouais, pas de souci. Donc, comme je disais au tout début, on va commencer
par développer les scripts Python en important presque toute la librairie ou juste le module qui nous intéresse. Donc, from pawn, import, là j'ai juste besoin du module remote. Du coup, j'ai juste importer celui-là. Donc, bon, je ne vais pas être méchant, je vais pas vous expliquer comment ça marche en Python, mais voilà, on importe juste l'objet ou la fonction qui nous intéresse. Et du coup, remote, c'est un objet qui va nous aider à créer une connexion TCP, ou il me semble qu'il c'est possible en UDP aussi, vers un host et un port. Donc là, le host, localhost, PC, et le port 1337. Du coup, on va récupérer un objet que moi j'ai mis dans la variable P. Cet objet-là, il aura plein de fonctions qui vont permettre d'écrire, de lire dans le socket. Et pratiquement utile quand vous avez un service qui run sur un port et il vous envoie des informations et vous les récupérez, vous les dialoguez avec lui. Au début, vous pouvez faire ça simplement par un netcat, etc. Mais là, vu que des fois on va avoir besoin d'automatiser ou d'envoyer des caractères qui sont un peu chiants, on va faire ça via PwnTools. Donc je récupère mon objet P et du coup avec P, je vais pouvoir faire une boucle qui va récupérer ce que le serveur m'envoie. Donc receive line, c'est pour récupérer ligne par ligne. Donc le PwnTools lit jusqu'à qu'il croise un \n dans les données envoyées par le serveur. Voilà. Donc je fais une boucle et il me récupère la data et il affiche à chaque fois. Du coup, dans l'exemple que vous voyez juste en dessous, j'ai en haut mon client, Python et le nom du script qui s'appelle tcp_com.py. Et juste en dessous, j'ai simulé un client, enfin un serveur, on va dire, avec un netcat, qui lui écoute sur le port 1337. Donc il écoute sur le port 1337. En gros, on voit que le client s'est connecté. Donc c'est à ce moment-là où j'ai lancé le script. Et ce que je vais faire, c'est que moi j'ai tapé bonjour sur le serveur et on voit que mon client que le client a réceptionné bonjour. Après j'aime le pawn, oui, bye bye. Voilà. Donc là c'est juste un exemple plus simple pour montrer à quoi sert un livre de base sur PwnTools pour les communications par TCP. N'hésitez pas si je trouve vite, c'est un truc qu'il n'a pas compris. On s'adapte, on répond aux questions. Du coup, je vais peut-être continuer vu que c'est le même truc. C'est exactement le même exemple, sauf que là, on va répondre au serveur. Du coup, comme tout à l'heure, on récupère la donnée. J'affiche la donnée que le serveur m'envoie, et à chaque fois, je récupère cette donnée, j'enlève le \n avec le 2 petits points -1, et je rajoute no you à la message que je vais renvoyer au serveur avec la fonctionnalité pSendLine, enfin sendLine, de l'objet P qui est notre socket. Sendline, il y a plusieurs fonctions. Il y a sendline, send, send. Je les ai pointés parce qu'on utilise toujours send ou sendline. Sendline, ça rajoute juste un \n à la fin. Donc bon, c'est assez pratique. Il y a send qui ne rajoute pas de \n. Les deux ont leur utilité en fonction du contexte. Voilà. Et de la même manière, il y a receive line qui est utilisé ici, qui est très souvent utilisé. Il y a aussi receive pour faire comme généralement les communications avec les sockets, c'est géré avec des buffers, donc on précise le nombre d'octets récupérés. Et un autre qui est très utile, c'est receive until, où on va dire receive jusqu'à un certain caractère. Voilà, on passe au paramètre de receive until, on rajoute A, il va lire jusqu'à le caractère A. C'est ultra pratique pour faire des boucles, etc. Et il y a aussi une autre fonctionnalité qui est assez sympa, c'est receive all. Il va lire jusqu'à un EOF, end of, je sais plus quoi. End of file. End of file, merci toi. Ouais, ça, voilà. Donc, les doc, il y a tout, il y en a plein d'autres. On peut passer aussi des paramètres comme les timeout. En gros, si le serveur reçoit pour les receive until, vous allez mettre receive until la phrase, et il se peut pour X ou Y raison que le serveur n'envoie pas cette phrase. Et du coup, PwnTools, il va bêtement attendre une plombe avant que vous fassiez un gros CTRL-C pour l'arrêter. Du coup, vous pouvez juste passer un paramètre timeout est égal à 0,5. Il va attendre une demi-seconde avant de dire non, j'ai pas reçu et lever une exception. En bas, le même exemple tout à l'heure, j'envoie des messages, enfin des Net 4, le client reçoit, moi je renvoie il renvoie directement au serveur, pas plus con que ça. Je vais faire Tom ou tu veux que je... Non, vas-y, continue, je prendrai sur la fin. Tu feras tes slides? Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que c'est bon déjà juste pour la communication TCP là? Parce qu'en gros, moi j'ai prévu un petit challenge qui sera que la connexion TCP. Il n'y aura pas de challenge pour faire ou sauf si je me tape la déterre très rapidement, ce que je pourrais faire. Il n'y aura pas de challenge pour tester les shellcodes, enfin le module de shellcoding
parce que c'est un workshop sur Phonelib, enfin PhoneTools. Du coup, vous voulez pas vous embêter à faire des ROP, etc. Du coup, je vous présente juste rapidement un module qui est ultra sympa quand vous allez faire du code des shellcodes. Donc, ils vont être l'architecture pour lequel vous voulez faire un shellcode. Donc, par défaut, il y a MD64, i386, ARM64 et peut-être d'autres. Mais j'utilise que ceux-là. Il y a MIPS aussi, il y en a qui veulent du mal. Qui font des trucs un peu bizarres, gavés aussi. Et du coup, après, il y a quelques fonctionnalités qu'ils vont proposer. Donc, il y a la méthode push, et du coup de faire un push d'une opérant, enfin non, pas d'une constante sur la stack, d'un registre. Après, il y a aussi move, là, vous voyez RSP dans la RAX. Et, voilà. Et du coup, en fait, ces fonctions-là, elles retournent pas le bytecode, elles vont juste retourner la mnémonique des instructions. Donc, il va juste écrire dans l'assembleur, dans une string, RAX, virgule, RSP, et push la valeur, quoi. Donc ça, c'est plus ou moins pratique pour on va dire, des plus grosses fonctionnalités, des plus grosses fonctions. Typiquement, il y a aussi le module Linux avec le syscall. Du coup, là, vous allez juste lui dire quel syscall vous voulez faire. Vous allez passer les paramètres du syscall et il va se charger de mettre les paramètres, les opérandes dans les bons registres, etc. Après, il va vous mettre ça dans votre string. On peut aussi très bien, dans ces mêmes strings, ajouter nos propres instructions, au cas où si PhoneTools ne les propose pas, genre juste un bet XOR. Après, là, je rajoute aussi deux autres fonctions, cat avec point flag. Donc là, il va faire l'appel système. Je sais plus comment il fait ça. S'il fait juste un open read et write, s'il fait plusieurs choses. Donc là, cat, un fichier, c'est une opération lourde. Si on faisait ça en assembleur, on écrirait une vingtaine de lignes, enfin non, j'exagère, une quinzaine de lignes. Et là, juste comme ça, il va nous faire les bons calls. Après, un exit parce qu'on n'est pas des crados. Du coup, comme je dis, toutes ces fonctions-là retournent juste les opérandes, donc l'assembleur en lui-même qui n'a pas encore été assemblé. Et du coup, après, on a la fonction ASM que j'ai aussi importée, on peut voir plus haut. Et elle va se charger d'assembler le code. Sur la slide suivante, on va voir le résultat. Un petit moment. Merci. Donc, je vous ai remis exactement le même code à gauche, je ne cherchez pas c'est exactement le même. Et à droite, juste afficher le code ASM avant qu'il ait été assemblé. Comme je vous disais là, vous avez juste écrit le code à votre place, quoi. On voit les push, on voit les appels à syscall pour récupérer les fichiers. Et du coup, il a fait un soundfile pour le cat. Voilà, c'est un plus syscall pour exit. Et enfin, du syscall pour exit et c'est fini. Du coup, il y a aussi, donc je vous l'ai montré, la fonction ASM qui va l'assembler. Et du coup, là, si on l'affiche, d'ailleurs, PhoneTools propose aussi un module de xdump. Si vous avez des bytes affichés de façon dégueulasse, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre fichier sur votre file system, puis après faire un XXD ou un XIL ou un XDump. Vous pouvez directement le faire via PhoneTools, ce qui est ultra pratique. Et en plus, à cette fonction-là, vous pouvez passer énormément de paramètres, comme à partir de quel offset affiché, si vous voulez mettre des colonnes des lignes en plus, etc. Du coup, là, vous affiche le shellcode assemblé, du coup, le bytecode. Voilà. Et finalement, une fois qu'on a écrit ce shellcode, bon, moi je trouve que ça n'a pas trop d'utilité, on va dire. Ça dépend dans quel contexte, on va dire. Et vous pouvez également exécuter le shellcode que vous venez tout juste d'assembler. Donc là, je récupère l'assemblée de tout à l'heure, je l'assemble, du coup dans la variable shellcode qui contient mon bytecode. Run shellcode va pouvoir exécuter ce code sur votre PC. Donc là, on voit qu'il a bien écrit des CBA, donc c'était je me suis couré. Et après, il a affiché le contenu du fichier .flag et il a exit avec le code que je lui ai filé tout à l'heure. Je lui ai filé un. Et, si on voit à la slide suivante, on voit comment il a fait ça en fait. Il a juste créé des fichiers dans le /tmp avec un ID d'exécution. Donc il a écrit le fichier step1-asm qui contient l'assembleur. Après, il a compilé en fichier objet
Et après, il a fait un ELF très très basique avec fonction main, vraiment le truc le plus basique possible, avec juste votre shellcode, exécuté, et il a retourné tout votre. Ouais, qui n'arrive pas de se connecter, ça euh, il a exécuté le binaire et il a retourné l'input, enfin, input et output dans votre terminal. Par contre, comment on peut mute les gens qui font que de se connecter? Mais en attendant, je vais continuer sur la suite. Voilà. Enfin, sauf si des personnes ont des questions. Non, ça a l'air bon. Et si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas, et sinon il y aura la doc OpenTools avec tout ce Ouais. que vous pouvez faire dedans. Puis même pendant le workshop, on pourra. Du coup, oui. Alors c'est très pratique pour tout ce qui est communication et même donc particulièrement pour du pawn. Au lieu de hardcoder souvent des adresses ou plein d'infos sur le binaire que vous êtes en train d'étudier dans votre script, finalement vous pouvez accéder à beaucoup de choses avec PwnTool. Donc, comme on peut le voir ici dans l'interpréteur, je charge le fichier donc a.out qui est un fichier, un exécutable quelconque. Donc je le charge avec la classe ELF, donc j'instancie un ELF. Déjà, ce qui est sympa, c'est qu'il me sort un compte rendu checksec qui va me donner donc l'architecture, donc AMD 64 bits, Little Endian, partial railroad, est-ce qu'il y a un canary ou non, est-ce qu'il y a le NX, donc est-ce que la stack va être exécutable ou non, est-ce qu'il y a PIE. Donc là, il n'y a pas de PIE, et en plus, il me donne la base adresse, donc l'adresse à laquelle le binaire va être chargé en mémoire. Et donc, par exemple, le truc qui est souvent assez pratique, c'est les symbols. Donc, dans les symboles, on trouve tous les symboles qu'on peut trouver dans le binaire. Donc, c'est-à-dire des fonctions. Donc là, on voit toutes les fonctions qu'on trouve un peu par défaut. Par exemple, j'ai la fonction checkfly qu'on trouve ici, voilà, qui a telle adresse, et qu'on peut accéder très facilement. Donc, c'est un dictionnaire. Et voilà, on peut retrouver dedans. Bon, je ne vous ai pas mis un exemple pour chacun parce que la classe est très fournie. Et, enfin, globalement, on peut accéder à toutes les métadonnées qu'on trouve dans les headers ELF. Donc, on peut retrouver le nombre de sections, le nombre de segments, accéder. Pareil, donc là, on accède à des fonctions, mais on peut aussi accéder à des variables dans les symboles. Les headers, enfin, c'est infini et ça vous permet de non seulement éviter de fixer de hardcoder des valeurs dans votre script, mais donc de rendre vos scripts d'exploitation plus génériques. Donc, par exemple, on vous montrera par la suite, mais personnellement, j'ai des templates de code qui me permettent d'exploiter des opchains, et juste, je me donne le nom de binaire et ça le fait quasiment tout seul. Il faut juste préciser le point d'injection. Et en plus, ce qui est sympa, c'est en fait cet objet ELF, il nous permet de faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, en même temps, par exemple, on peut récupérer aussi de la libc. Donc, quelle librairie quelle bibliothèque est utilisée. Donc là, ça refait un checksec, mais sur ce fichier-là, donc le .so. Et ce qui permet de faire des read to libc ou d'autres exploitations assez facilement parce que on retrouve toutes les informations dont on a besoin dans cet objet. Et même ici, donc, alors, je ne vous ai pas donné le meilleur exemple, mais l'idée c'est à partir du ELF, on peut aussi lancer des process. Donc, l'idée c'est, alors là, il y a beaucoup de choses qui sont illustrées dans peu de code, parce que c'est une présentation préparée très sérieusement. Donc, l'idée, là, j'ai essayé de vous représenter, parce que PwnTools, en vrai, il y a vraiment beaucoup de modules et c'est beaucoup de fonctionnalités. C'est ce qui le rend très puissant, mais donc c'est aussi un peu du bloat parce qu'il y en a partout. Mais donc là, déjà, il y a un module qui permet une gestion des arguments assez pratique. Donc par défaut, il y a remote, debug et quelques autres que vous pouvez rajouter si vous voulez. Mais donc là, script to bet qui, comme assez souvent, vous avez le binaire et une connexion distante où vous allez faire l'exploitation sur la connexion distante pour récupérer. Sauf que vous voulez faire les tests de votre côté pour éviter de spammer le mec à distance et pour pouvoir potentiellement debug. L'idée, c'est que vous allez donc avoir une variable globale, donc savoir si c'est remote ou pas.
en le gérant avec son module le module de args de Pontool, en fait, il suffit juste de le préciser en ligne de commande à l'exécution. Alors bon, en vrai, pour le host et le port, j'ai abusé, c'était pour la démo, mais parce que ça, en vrai, c'est peut-être plus pratique de le recoder. Mais pour vous montrer, vous définissez ce que vous voulez dans votre script en accédant à args.lavaleur. Et vous pourrez le définir à l'exécution. Donc là, on voit, si c'est en remote, je fais un petit log en disant on se connecte au serveur distant. Et on se connecte comme on l'a vu tout à l'heure en TCP. Et sinon, eh bien, on exécute le process donc à partir du binaire en local. Et puis, bon, là, on rend la main en interactif, mais dans le cas, c'est pas intéressant pour la démonstration. Mais donc, là, ce qui se passe, à l'exécution sans attribut, on va passer là-dedans. Exécution du binaire en local, donc on voit que grâce au fait d'utiliser log.info, on a un petit affichage très sympa, tout joli comme dans Pontool d'habitude. Et ensuite, le début du process qui est exécuté. Donc là, on nous donne le PID. Et après, donc, on passe à l'interactif. Autrement dit, on a la main sur std-in et std-out. Et on a le retour stdr aussi. Donc, c'est comme si on exécutait le binaire dans notre shell. Et quand j'exécute en passant l'argument remote en ligne de commande, en passant même le host et le port, mais donc ça, on peut changer et faire ça avec d'autres variables si on veut, hein, c'est un peu abusé. Mais donc, on passe dans la première condition et on se connecte au serveur distant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et pareil pour le debug. Alors là, je n'ai pas abusé, je vais pas vous mettre trop de trucs non plus, mais il y a un module GDB aussi, qu'on verra un peu plus par la suite, mais qui permet de, par exemple, il y a donc args.debug existe. Et alors par défaut, donc Pontool lui vous renvoie toutes ces informations de debug, donc là vous en aurez peut-être même un peu trop, mais ça vous permet vous aussi de dire ah bah tiens là j'ai un petit souci, je vais attacher une instance GDB et ça va vous faire spawn une fenêtre avec un GDB ouvert sur votre binaire juste au moment où vous l'avez choisi, et vous pouvez ajouter vos breakpoints, enfin faire tout comme dans GDB d'habitude, c'est vraiment pas mal. Et alors ça, c'est vraiment les modules, personnellement, que j'utilise les plus souvent, avec aussi donc, le système de log. Alors là, c'est juste tout bête, mais il faut connaître comment ça marche. Parce que, par exemple, il y a des tchals où il faut faire un peu de brute force. Et c'est pas forcément une mauvaise chose quand c'est bien fait. Mais, donc, par exemple, voilà, faut trouver quel offset se trouve une variable où faut faire plein de connexions ou plein d'exécutions, là, dans ce cas d'un process en local. Et si vous faites ça, Pontool, c'est joli, ça va bien vous afficher il y a un process qui s'est lancé, il y a une connexion qui a été faite, mais voilà, là, il y a, je sais pas, il y a peut-être 12 essais. Bon, là, vous voyez, au final, il faudra faire plus de 3000 essais pour réussir. Ça va être un peu long et ça va déborder votre truc pour rien. En plus, il y a de bonnes chances pour que ça le ralentisse, c'est relou. Et en fait, il suffit juste de définir le niveau de log de Pontool comme étant pas info, parce que info, ça nous sort tout ça, mais plutôt à warning ou à error. Donc ça, normalement, on vous montre ça juste après. Voilà. Donc ça, c'est des sortes de templates qu'on utilise souvent, où quasiment à chaque fois, c'est la même structure. Donc, on vous a mis deux exemples, c'est respectivement ce qu'on utilise. Donc voilà, host et le port. Donc ça, voilà, on définit vite fait les infos sur le fichier. Et une fois, à partir du moment où on a chargé le fichier ELF, on peut récupérer sa libc tranquillement. Donc là, dans le cas où on est en remote, généralement, s'il y a besoin de la libc, les mecs vous filent la libc. Donc ça charge en local directement. Et puis ça se connecte en remote. Sinon, vous utilisez la libc du process normal de votre côté. Et voilà, si vous voulez debug, ça vous attache un GDB sur le process. Donc c'est tout bête, mais c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc là, ça regroupe un peu tout. Et je pense qu'il va être temps. Enfin. Ouais. Je rajouter un truc avant. Déjà, Ouais. les mecs qui filent la libc, juste sur le slide d'avant, si tu peux revenir. Ah, vas-y. Ouais, alors les mecs qui filent la libc parfois, et s'ils sont sympas. Hein. C'est pas Oui, c'est vrai. Et juste moi, pour revenir rapidement sur ma template, donc celle de gauche,
Ouais. Alors, Python 2.7, c'est plus d'actualité, juste pas actualisé. Et donc, en dessous, il y a deux informations. En gros, contexte, c'est un objet que vous pouvez importer de base et vous allez pouvoir configurer un peu pas mal de choses par rapport à Pony. Manque arch, c'est pour spécifier du coup quelle arche cible vous ciblez. C'est putain vache, super méta. En fait, c'est surtout utile quand vous allez vous allez utiliser Shellcraft. Si par défaut vous mettez pas de, attends, pourquoi je, si vous utilisez, voilà, pardon, si vous utilisez pas de, même si vous utilisez par exemple linux.amd64 quelque chose, il faut que vous spécifiez votre arche de PC ou l'arche cible, je sais plus. Sinon, lors de la compilation, ça va foirer. Je sais plus trop dans quel sens ça marche. Voilà, il faut spécifier quelle arche vous allez utiliser. Vous pouvez même spécifier le nombre de bits, enfin 3264 parfois, et d'autres informations quand vous faites du kernel. Il y a pas mal de trucs à prendre, pas mal de choses à prendre en compte de ce côté-là. Et aussi, du coup, comme on a dit Tom tout à l'heure, le niveau de log. Et aussi, une petite autre fonctionnalité dont on n'a pas parlé, si j'ai pas connu, Tom, le SSH, on n'en avait pas parlé? Non, on n'a pas parlé en fait. Donc en gros, vous pouvez aussi vous connecter sur un SSH sur un site en fournissant les informations, password, user port et host. Et du coup, une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir votre objet qui contient la session SSH. Là, vous allez pouvoir aussi directement, du coup, soit interagir avec les commandes classiques, ou alors directement créer un process sur l'autre distant. Donc la name c'était bon, FileName, bon, c'est un fichier bidon quoi. Et s'il y avait eu un fichier qui s'appelait FileName, ça l'aurait exécuté et ça m'aurait retourné son socket, on va dire, dans P, dans l'objet P, et avec lequel j'aurais pu interagir avec les commandes. Et d'ailleurs, c'est bien aussi de savoir qu'on peut chaîner ça. Donc, enfin, globalement, il y a un module tubes, mais il me semble qu'on peut utiliser comme ça ou pour faire plusieurs SSH à la suite, ou enfin voilà, s'arranger pour bah, se connecter sur des serveurs distants bien relous et bah, voilà, ça gère pas mal de protocoles, donc c'est vraiment pas mal. Et quand, pour rebondir vite fait sur le truc que tu disais, comme quoi parfois il filait pas la libc s'il n'était pas sympa. Et ben justement, là on va pas, du coup, là on va pas vous montrer, enfin pas tout vous montrer, mais il y a un truc qui est très sympa qui est la libcdb, donc libc database, qui est un outil parce que donc chaque version de la libc peut être reconnue à partir des offsets de certaines fonctions dans le binaire. Donc par exemple, on l'a vu tout à l'heure, moi dans la libc que j'ai utilisé, voilà, printf c'était à l'adresse 48 48 48. Et parce que c'est sur la version 2.28. Mais sur la version 2.29, bah, ça sera un autre offset. Et du coup, quand il y a des exploits qui permettent de leaker des adresses comme ça, eh ben, il suffira de leaker les adresses et de dire à libcdb, ah, j'ai trouvé que printf était à telle adresse, j'ai trouvé que peut-être parfois il y a besoin d'autres infos que, ah tiens, bah, get c'était à telle autre adresse, et vous lui filez ça et ça vous dit, ah bah tiens, cette libc-là, donc si à tout hasard tu veux exécuter la fonction système pour obtenir un shell, eh ben il faut que tu ailles à telle adresse. Donc ouais, ça c'est enfin c'est très utile, il y a des choses qui peuvent vous le faire en ligne, mais là, enfin plus le temps passe, plus il y a des intégrations qui sont faites dans PwnTool. Enfin on l'a remarqué avec Switch, entre le moment où on a envisagé l'idée de faire ça et le moment là, enfin et en ce moment, bon, on a découvert encore plein d'autres modules, donc moi, il y a, pareil, si vous voulez faire gérer des connexions série, quand je parlais de protocoles inattendus, bah voilà, vous pouvez connecter en SSH, en TCP ou en connexion série. Il y a des interfaçages avec QEMU, ADB donc pour Android et bah, un petit module de flag pour la soumission de flag. Et pour la suite, donc c'est sans doute des modules qu'on verra dans les aux prochains épisodes. Mais il y a beaucoup de modules pour vous aider à l'exploitation, donc de Robchain, de SIG-Robchain, Formatring pour vous aider au leak mémoire et tout, Del Resolve, enfin vraiment beaucoup de choses. Et comme on dira à chaque fois, la doc, il y a tout dedans. Ouais, voilà. Mais ouais, voilà. Du coup, Pwn Reverse open source à une doc, franchement, elle est qualifiée.
Mais oui, c'est vraiment une doc très quali qui a fait sans doute 60% du contenu de la presse. Mais bah, nickel. Du coup, est-ce que vous avez des questions, peut-être? Sinon, on va pouvoir enchaîner avec les exos. Bah nickel. Alors moi, j'ai arrêté le partage. Je pense qu'on peut